Bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à témoigner devant la commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre. La règle veut que vous prêtiez serment. Donc, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58, je vous demande de prêter le serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et je vais vous demander de lever la main droite et de nous dire « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup. Donc la procédure que nous avons mise en œuvre pour cette commission d'enquête parlementaire, à chaque fois que nous auditionnons un expert, une personnalité ou un témoin, c'est de l'écouter pendant une dizaine de minutes, et puis ensuite de vous poser des questions, qui commencent toujours par celle de monsieur le rapporteur, Pascal Popelin, et puis des commissaires qui sont présents et intéressés par ce sujet. Simplement une précision, notre commission d'enquête parlementaire porte sur le maintien de l'ordre, et donc elle a été motivée par ce qui s'est passé à Sivins, mais dans la mesure où il y a une information judiciaire sur ce qui s'est passé à Sivins, cette commission d'enquête parlementaire ne porte pas sur ce cas précis qui fait donc l'objet de cette information judiciaire. Cependant, elle fait partie des manifestations, comme il y en a eu beaucoup d'autres, où le maintien de l'ordre est en cause, et donc cela peut être évoqué, mais sans aller chercher des responsabilités particulières. Donc vous êtes là en tant que journaliste, représentant d'une certaine manière des journalistes, même si ce n'est pas le syndicat des journalistes, mais Reporters sans frontières est présent, en tout cas recueille beaucoup de témoignages de journalistes dans des situations diverses, qu'il s'agisse de présence de journalistes sur des théâtres d'opérations extérieurs. Mais Reporters sans frontières, ça ne signifie pas pour autant que vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe à l'intérieur. Donc vous avez aussi, je crois, beaucoup de choses à nous dire sur la manière dont comment les journalistes voient l'évolution des manifestations, leur relation avec la police, bien sûr, avec les organisateurs de manifestations. Bref, on va vous écouter, ensuite vous poser des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre commission d'enquête a pour objet de travailler sur les missions et les modalités du maintien de l'ordre, vous le savez mieux que moi, mais une bonne partie de mon intervention portera non pas sur le comportement des forces de l'ordre elles-mêmes, qui n'est pas le problème le plus crucial dans les manifestations du point de vue des journalistes, mais sur le comportement d'autres parties prenantes, à savoir souvent de groupes de manifestants. Mais néanmoins, on rebouclera la boucle, puisque le comportement de certains types de manifestants à l'égard des journalistes peut ou doit susciter un certain nombre de comportements en réaction des forces de l'ordre. Les journalistes, de manière générale, c'est le cas à l'étranger pour les grands reporters, et comparaison n'est pas raison en l'espèce, mais sont attaqués assez souvent de toutes parts, et j'allais dire leur rôle de plus en plus contesté, pour la raison que nombre de parties prenantes, notamment lors des manifestations, mais également en resituant dans un contexte plus large, considèrent que dorénavant, grâce aux nouvelles technologies, elles peuvent s'adresser directement à leur public, considérant que lorsqu'on a un site internet, des caméras, des micros, au fond, on a un média qu'on peut maîtriser. Je ne saurais évidemment, et au contraire, je m'inscris en faux contre ça, comparer du tout les médias qui, pour imparfaits qu'ils soient, ont néanmoins des modes de production de l'information avec des procédures d'honnêteté, des règles d'éthique, pas toujours suffisamment mises en œuvre, ça va de soi, mais en tout cas, on ne saurait les assimiler aux médias qui, eux, sont de purs médias de communication, porteurs d'un intérêt, porteurs d'un militantisme pur, et que cette difficulté aujourd'hui à les distinguer, y compris pour le public, est un élément de fragilisation de tous ceux qui font honnêtement leur travail de collecte et diffusion d'informations. Donc là, c'est pour resituer dans un contexte large. La violence contre les journalistes lors des manifestations, toujours pour rester sur un contexte large, c'est un phénomène mondial. L'an dernier, puisque c'était en mars 2014, Reporters sans frontières, qui dispose d'un statut consultatif à l'ONU, a déposé un exposé écrit lors de la 25e session du Conseil des droits de l'homme sur les comportements des forces de police
lors des manifestations et les comportements des manifestants. Nous avons listé de très nombreux pays et il ne me viendrait évidemment pas à l'esprit de renvoyer dos à dos des pays comme la Chine, la Turquie et la France. Ce serait absolument absurde. Mais dans ce document avec lequel je ne suis pas venu mais que je tiens naturellement à votre disposition, nous avions pointé les dérives observées dans certains États démocratiques et notamment en France, les agressions et intimidations dont ont été victimes des journalistes, notamment lors des manifestations contre la loi sur le mariage pour tous ou lors de la manifestation du 26 janvier 2014. Il existe en France des tensions, cela arrive entre journalistes et policiers lors des manifestations. Dans un communiqué que nous avons publié en novembre 2014, nous avons relevé quelques cas, j'y reviendrai tout à l'heure, qui de notre point de vue sont rares. Le samedi 22 février 2014, un photographe indépendant, cofondateur de Citizen Nantes, a été atteint par un tir de flashball d'un CRS pendant une manifestation contre la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il était en train de tourner des images lorsqu'il a été atteint par ce tir de flashball. Le 23 septembre, un journaliste de Reporter, TE2RE, Emmanuel Daniel, a été violenté par la police à Albi pendant une action de protestation contre la destruction de la zone humide du Testet. Depuis, le fondateur de Reporter, ancien journaliste au Monde, Hervé Kempf, nous a signalé que lui-même, les journalistes de son site n'avaient eu aucun mal à couvrir. Ils avaient été retenus 20 minutes par les gendarmes, empêchés, alors par la police, pardonnez-moi, de travailler, mais qu'au-delà de cet empêchement de 20 minutes, ils n'avaient pas rencontré d'autres problèmes. Enfin, dans un tout autre contexte, une journaliste de Montpellier Journal, le jeudi 23 octobre, a été empêchée de faire son travail lors de l'expulsion d'un squat avenue de Lodève, à Montpellier. Un policier lui a arraché des mains son téléphone portable avec lequel il avait pris des photos. Et d'ailleurs, les principaux cas d'espèce dans lesquels il y a des problèmes, c'est justement, plutôt que lors de grandes manifestations, dans le cadre de petites opérations comme celle-ci, j'y reviendrai tout à l'heure, où parfois du matériel est saisi, et ça pose un problème de confidentialité des sources des journalistes. Il y a eu d'autres cas d'espèce lors de, par exemple, de manifestations, d'opérations du DAL, de l'association Droit au logement. Et il se trouve que ces phases-là des procédures ne sont pas couvertes par la loi de 2010 sur le secret des sources. L'objet de votre commission n'est pas de travailler sur le projet de loi sur le secret des sources, mais néanmoins, je voulais le mentionner. Alors, bien plus grave, de notre point de vue, sont les comportements de certains manifestants ou groupes de manifestants contre les journalistes. Lors des manifestations contre le barrage de Sivins, il y a eu de très fortes tensions. Le 2 novembre, un photographe, qui est un grand reporter, qui a couvert absolument tous les terrains dans le monde et les terrains les plus dangereux, Éric Bouvet, a dû quitter la commémoration à la mémoire de Rémi Fraisse, par peur pour sa sécurité, parce que sa photo avait circulé, et le bruit courait qu'il était en réalité un policier infiltré. Donc là, ça n'était pas simplement de la réaction spontanée, mais une construction pour l'empêcher de travailler. Des journalistes ont été empêchés de travailler à Albi ou à l'Île-sur-Tarn. Ils ont été notamment empêchés de prendre des photos, mais à 900 km plus au nord, 2 journalistes de La Voix du Nord ont été délibérément agressés le 27 octobre, et une bombe lacrymogène leur a été déclenchée sur les yeux. Souvent, ces agressions sont corrélées avec un phénomène qu'on décrit d'automédia, c'est-à-dire ces manifestants considèrent qu'ils ont leur propre caméra et qu'il n'y a pas lieu d'avoir d'autres versions que la leur. Ils poussent la critique des médias, critique légitime en soi évidemment, mais assez loin pour considérer que tout média étranger à leur cause est nécessairement vendu au pouvoir à tel ou tel. Lors des manifestations contre le mariage pour tous, de semblables comportements ont été perçus. En avril 2013, alors même que le projet de loi était en cours d'examen dans votre hémicycle, 2 journalistes de LCP, Assemblée nationale, ont été
agressés et leur matériel détérioré. Quelques jours plus tard, à Rennes, des manifestants anti-mariage pour tous ont attaqué 2 journalistes de Rennes TV. Le 26 mai, c'était un journaliste de l'AFP qui a été sauvagement mis à terre et roué de coups en marge de la manifestation. Je passe un certain nombre de cas d'espèce, je vous les épargne. Nous les tenons à votre disposition. Plus tard, c'est une équipe du Petit Journal dont les membres étaient qualifiés de journalistes collabos et qui ont subi, à qui ont été infligés des coups de pied, des coups de poing, des jets de canettes, etc. Cela arrive, j'ai cité donc là les manifestations autour de Sivins et celles sur le hostile au mariage pour tous, mais de semblables actes ont été perpétrés en février en Haute-Normandie lors de manifestations des salariés des ports de Rouen ou du Havre, en Bretagne, donc à Saint-Nazaire en septembre 2014, après une manifestation Mistral-Gagnon pour la défense de la livraison des Mistral, et lors de manifestations pro-Gaza, pro-israélienne, où là, un photographe de l'AFP, Jacques de Marton par exemple, a été violemment frappé dans le dos par un individu au point d'avoir l'épaule fracturée et que lui soit demandé un arrêt de travail de 21 jours. Donc, comme vous voyez, de très nombreux cas d'espèce, une très forte préoccupation des journalistes sur ces questions-là. Nous avons réuni quelques journalistes reporters lors d'une table ronde. Nous n'avons pas effectué, je dois le préciser, d'enquête à prétention exhaustive, mais nous avons réuni quelques journalistes. Et je veux dire que la grande préoccupation des journalistes aujourd'hui, c'est le comportement des manifestants. Ça n'est pas celui des forces de l'ordre, dont je dois même dire, au risque de vous surprendre, parce qu'il arrive quand même que Reporters sans frontières critique beaucoup certains comportements parfois de la puissance publique, mais que le comportement des forces de l'ordre est considéré de manière favorable par les journalistes que nous avons rencontrés. Si vous me permettez, si j'ai encore un instant, un certain nombre de textes internationaux, mais peut-être les avez-vous déjà évoqués, auquel cas je passerai plus rapidement que j'avais prévu de le faire, et dans lesquels l'esprit de ce que devrait être le comportement des forces de l'ordre à l'égard des journalistes dans les manifestations, donc un certain nombre de textes ont été pris cette année, notamment, je pense à la résolution 35-28 du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui a exprimé qui a été adopté le 24 mars 2014, qui a exprimé sa préoccupation devant le nombre d'attaques visant les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes dans le cas des manifestations pacifiques, qui a souligné le rôle important que peut jouer la communication entre les manifestants, les forces de l'ordre et les autorités locales dans la bonne gestion des rassemblements, et qui a appelé les États à établir des mécanismes de communication appropriés, qui a demandé à tous les États d'accorder une attention particulière à la sécurité des journalistes et des professionnels des médias qui couvrent les manifestations pacifiques en tenant compte de leur rôle spécifique, de leur exposition et de leur vulnérabilité. Donc, je dirais, et ça me semble un point important, qu'un texte comme celui-là affirme que du point de vue que les forces de l'ordre doivent d'une certaine manière protéger les journalistes et pas simplement s'abstenir de commettre à leur encontre des faits négatifs ou des exactions. Ce texte demande également, engage les États à assurer une formation adéquate aux agents des forces de l'ordre et s'il y a lieu, à promouvoir une formation adéquate dans le cadre du personnel privé agissant pour le compte d'un État. C'est un point, je crois, qui peut donner des pistes, qui peut permettre de dégager des pistes en France. Un point, un instant sur le périmètre. Par journaliste ne sauraient être simplement considérés les détenteurs de la carte de presse. Le journalisme, c'est une fonction sociale. Alors, c'est très difficile de repérer une fonction sociale sur un terrain de manifestation. Mais il va de soi que alors les textes internationaux que j'évoquais notamment le Comité des droits de l'homme a eu l'occasion de rappeler dans son observation générale numéro 34 sur la liberté d'expression que le journalisme est une fonction exercée par des personnes de tous horizons, donc notamment des professionnels, mais aussi des blogueurs et autres particuliers. Mais il va de soi que sur le théâtre d'une manifestation, il est parfois difficile de distinguer certains manifestants
de personnes qui viennent pour faire un travail ou une activité d'information. Je voudrais attirer votre attention sur la résolution 1947 adoptée en 2013 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, intitulée « Manifestations et menaces pour la liberté de réunion, la liberté des médias et la liberté d'expression ». Et qui appelle notamment les États à assurer la liberté des médias, à mettre un terme au harcèlement et à l'arrestation des journalistes, à la perquisition de leurs locaux, et à s'abstenir d'infliger des sanctions aux médias qui couvrent les manifestations, conformément à la résolution 1920 adoptée en 2013 sur l'état de la liberté des médias en Europe. Voilà en quelques mots la présentation que je voulais vous faire. Alors en termes de préconisations, peut-être, ou de recommandations. L'un des points cruciaux et qui suscite parfois tant un agacement des manifestants ou de groupes de manifestants que des forces de l'ordre le cas échéant, c'est la question du droit à l'image. Et de gens qui, d'une certaine manière, considèrent que les journalistes sont en dehors de leur champ de légitimité lorsqu'il s'avise de prendre des images. Et là, il est important de faire savoir, nous on y contribue, mais ça ne suffit pas, à toutes ces parties prenantes, que la captation est libre. La question, c'est celle de la diffusion. Et ça, c'est un point important parce que c'est un point de cristallisation, souvent, des agacements qui peuvent entraîner des comportements abusifs. Nous demandons, il nous semble important que l'État soit particulièrement vigilant s'agissant de la sécurité des journalistes et de la protection de la liberté de l'information dans le contexte des manifestations, et notamment que soit diffusée l'idée dans les forces de l'ordre que les journalistes, aujourd'hui, malheureusement, se trouvent en état de vulnérabilité lorsqu'ils font leur travail et exercent leur fonction de tiers de confiance, c'est-à-dire consistant à rapporter aux citoyens ce qui s'y passe le plus honnêtement possible. Il nous semble essentiel que soient poursuivis en justice et juger les personnes qui se rendent coupables d'obstruction à l'activité des journalistes ou d'agression à leur encontre lorsqu'ils couvrent des manifestations. Nous posons la question de l'intégration dans la législation d'un délit d'obstruction à la liberté d'information par une personne dépositaire de l'autorité publique, assortie de sanctions pénales. Ça n'est pas prioritaire, étant donné le constat que je faisais, mais pour prévenir de plus grandes dérives, cela mérite au moins d'être soumis à la réflexion. J'évoquais la question du secret des sources. Nous avons observé un certain nombre de cas d'espèce, comme j'avais commencé à le dire, de saisie de matériel. Donc ça peut être par exemple du matériel vidéo. Et ça, c'est quelque chose qui doit être réprimé parce que c'est une atteinte au secret des sources des journalistes et qu'aujourd'hui, il y a un vide juridique, mais qui, j'espère, sera comblé par la loi sur le secret des sources, si elle devait être adoptée, mais dont le président de la République a annoncé qu'après un an quelle expression pourrais-je utiliser, de sommeil, elle serait réveillée. Nous pensons qu'il serait pertinent d'assurer une formation adéquate aux agents des forces de l'ordre sur les questions notamment de droit à l'image que j'évoquais, qu'il devrait en être question dans les formations, dans les écoles de police et lors des formations permanentes. Et enfin, je reviens donc, ce sera mon dernier point sur la question du périmètre. Il faut reconnaître que le droit à l'information n'est pas conditionné par les détentions d'une carte de presse ou d'une accréditation. J'observe d'ailleurs qu'au-delà même des blogueurs, citoyens, journalistes qui ont une activité régulière et qui peuvent être définis à ce titre comme journalistes, un certain nombre de documentaristes n'ont pas leur carte de presse et que donc la carte de presse n'a pas à devenir un visa pour pouvoir couvrir les manifestations. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va entamer maintenant la série des questions qui commence par monsieur le rapporteur, Pascal Canfin. Oui, merci Monsieur le Président. Le temps compact dont nous disposons va faire que je vais vous poser une série de questions, bon, peut-être qui rejoindront quelques questions de mes collègues. Une remarque au préalable, vous avez cité
des opérations qui sont plus des actions de police, hein, comme je sais pas, une action en direction d'un squat ou des actions en direction du DAL, qui n'entrent pas, je le précise pour l'ensemble de nos collègues, dans le champ du travail de la commission, qui sont sur les opérations de maintien de l'ordre. Et vous avez évoqué aussi, mais ça c'est un point qu'il nous faudra, je pense, clarifier en présence du ministre ou des différentes autorités, l'usage de flashball, qui n'est pas en dotation dans les unités mobiles. Donc il faudra que nous, on clarifie cette question pour savoir si c'est dans des manifestations l'intervention d'autres forces que les unités mobiles spécifiquement dédiées au maintien de l'ordre, ou s'il y a une confusion sur cette question. En tout cas, il nous faudra clarifier, je pense, ce point. Je pense qu'on a perçu le sens général de votre message, que je résumerai, pardon si je le fais d'une manière un peu lapidaire, mais nonobstant quelques cas particuliers que vous avez évoqués, disons que le principal problème des journalistes semble être la liberté de faire leur travail par rapport à un certain nombre de manifestants. Donc, d'une manière globale, est-ce que vous ressentez au cours des dernières années une évolution des formes de manifestation et une évolution dans l'attitude des uns et des autres, c'est-à-dire d'un côté bien évidemment les manifestants, mais également le comportement des forces de l'ordre en réaction? Est-ce que par exemple de nouvelles formes de protestation comme les occupations dans la durée posent des problèmes particuliers dans l'exercice de la profession de journaliste? Est-ce que vous avez des échanges en amont? Enfin, est-ce qu'il y a des échanges en amont entre, au moment de l'organisation d'une manifestation ou de l'organisation d'un reportage avec les forces de l'ordre? Et si oui, y a-t-il des consignes particulières ou des choses de ce type? Est-ce que les forces de l'ordre, d'une certaine manière, assurent la protection des journalistes? J'ai cru percevoir dans votre exposé finalement une demande un peu de cette protection, mais sous quelle forme? Car naturellement, dans une démocratie, on veut laisser opérer les médias de manière libre. Est-ce que aussi, d'une certaine manière, la présence des médias n'est pas considérée par les forces de l'ordre pour eux-mêmes comme une forme de protection? C'est-à-dire, il y a des images, donc il y a de la transparence, donc on ne pourra pas raconter n'importe quoi sur la manière dont on se comporte. Ce qui m'amène à la question, à partir du moment où il y a des images, est-ce qu'on vous demande parfois, on a écrit là sur la fiche, mais je voudrais trouver un autre terme que collaborer, enfin en tout cas, disons, apporter le concours de ces images aux forces de l'ordre dans le cadre ensuite de procédures, et donc qui pose le problème, vous avez évoqué le secret des sources, et voilà, et je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà le sentiment avec ça de vous avoir donné matière pour le cas échéant intervenir plusieurs heures. Voulez-vous répondre déjà au rapporteur avant que je ne passe la parole au commissaire? Allez-y. Alors, mes réponses ne sont pas liées à une actualité qui a fait que des gens qui, dans des manifestations, criaient « Je suis Charlie », criaient aussi « Je suis policier », ce qui est une période un peu, j'allais dire originale, mais satisfaisante de ce point de vue-là. Mais l'honnêteté requise par le serment consiste à relever que ces dernières années, les journalistes, enfin ceux en tout cas qui ont témoigné auprès de nous, relèvent un comportement plus favorable des forces de l'ordre et en revanche beaucoup plus défavorable à leur égard de la part des manifestants. Vous aviez bien résumé le sens de mon intervention. S'agissant de la protection justement par les forces de l'ordre, alors je ne sais pas comment sortir d'une situation un peu qui fait que le remède peut en partie aggraver le mal. On a pu percevoir, et sans doute l'avez-vous vu sur des images de reportages télévisés, que comme les journalistes sont pris à partie par les manifestants, un certain nombre d'entre eux ont de plus en plus tendance à se mettre derrière ou du côté des policiers, ce qui peut renforcer l'acrimonie des manifestants et entraîner en retour des crachats, des insultes, quand ça n'est pas des violences physiques. Et donc, que la difficulté, je crois, consiste à ce que
les forces de l'ordre, dont la mission première est d'abord de faire respecter l'ordre dans le cadre républicain, mais puissent autant que possible protéger ceux qui effectuent un travail d'information, mais qu'en les protégeant, ça ne finisse pas par aggraver le décalage, ou en tout cas la perception qu'ont certains manifestants du rôle qui devait être neutre, ça n'a pas de sens, mais en tout cas indépendant, et qui doit être indépendant, évidemment, des journalistes. Nous avons interrogé mais peut-être le ferez-vous, et auquel cas c'est redondant, et interrompez-moi si vous pensez que je ne devrais pas rapporter ce témoignage, mais nous avons interrogé le chef de la délégation des CRS de l'agglomération parisienne, Olivier Pouchin, qui a souligné, alors je l'évoquais, c'était tout comme le texte, la résolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'importance de la communication entre les journalistes qui couvrent les manifestations et les CRS, qui a relevé, et c'est confirmé par les journalistes à qui nous avons parlé, que lorsque des journalistes sont pris à partie par des manifestants, lorsqu'ils ont signalé leur présence aux policiers en début d'événement, ça permet, ou ça facilite en tout cas l'intervention de policiers si ces affrontements deviennent trop violents, et que donc il arrive que les forces de police viennent activement défendre des journalistes en situation difficile. Le commissaire a relevé, pour être tout à fait complet, qu'en certaines occasions, des journalistes ont pu perturber les manœuvres des CRS, notamment en se retrouvant entre les policiers et les manifestants, et assure, ce dont nous pouvons en revanche douter, que les CRS ne sont pas hostiles au fait d'être filmés par des journalistes. Alors on peut en douter pour certains d'entre eux. Pour d'autres, en revanche, et ça répond à une question que vous avez posée, un certain nombre de policiers peuvent se dire que ces images, lorsqu'elles sont tournées, permettront, le cas échéant, de démentir des allégations, si elles sont fallacieuses, d'exactions commises par les forces de police à l'encontre des manifestants. Je dois relever qu'un travail, je ne sais pas si votre liste d'audition est déjà close, l'agence France Presse nous sommes partie prenante, je vous vois opiner du chef, donc je ne sais pas si vous avez déjà auditionné quelqu'un de l'agence France Presse. L'agence France Presse a mis au point tout un travail en relation avec toutes les grandes rédactions de France sur la sécurité des journalistes. Des préconisations sont mises en commun par les journalistes de ces rédactions. Ça n'a pas vocation à être public, enfin, il n'y a pas de problème à ce que ce dispositif soit public, mais les informations elles-mêmes ne sont pas publiques. Et ce groupe de travail donc mutualisé entre les rédactions a traité des dangers lors des manifestations. Alors, le premier groupe de travail était sur les manifestations à Rio, enfin, c'était sur les problèmes de sécurité au moment de la Coupe du Monde. Mais il me semble, j'aurais dû me renseigner avant de venir vous voir, mais qu'un travail est aussi effectué sur les dangers des manifestations en France. Donc là, il y a peut-être matière pour vous à prolonger ce travail. Voilà, je crois avoir répondu grosso modo à toutes vos questions, sinon n'hésitez pas à relever les lacunes. Parfait, on va enchaîner avec les questions posées par... Oui. Est-ce que vous pouvez utiliser le micro parce que... Excusez-moi. J'ai une question, parce qu'on dit la presse ou les journalistes, mais il me semble que le métier de journaliste n'est pas le même quand on est presse vidéo, presse audio et presse papier, pour une raison simple, c'est qu'on ne se travaille pas avec le même matériel et le même nombre de gens. Donc, est-ce que vous percevez ça dans le comportement des journalistes ? Parce que je pense que c'est vraiment pas pareil. Et notamment le rapport au public ou le rapport de la police ne sont pas les mêmes, par nature. On va peut-être enchaîner les questions. Merci d'avoir posé cette question, mais il y a des demandes de Philippe Folliot et de Daniel Vaillant. Moi, je voulais simplement apporter une petite précision par rapport à ce que disait notre rapporteur. Je crois que la question des flashballs, on dit que les forces de l'ordre qui maintiennent l'ordre par rapport à celles qui assurent la sécurité publique n'ont pas de flashball. C'est un artifice de langage, puisqu'elles sont dotées de ce qu'on appelle des comcoys, c'est-à-dire des balles en caoutchouc qui sont beaucoup plus... qui risquent d'être... qui entraînent des risques plus importants que les flashballs.
Donc je pense que c'est un artifice de faire croire que les forces de l'ordre ne seraient pas dotées d'équipements qui sont aussi dangereux que les flashballs. La question de notre collègue est intéressante sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des journalistes qui n'ont pas de carte de presse. Et donc ça pose un problème de véracité, de vérification de l'information. On sait aussi que les forces de police sont maintenant dotées de caméras, de plus en plus. Et donc est-ce qu'il vous est arrivé, ou est-ce que vous avez eu des témoignages de journalistes qui ont été confrontés qui ont confronté leur vérité à celle de la police? Par exemple, la police dit j'ai filmé ça, un journaliste va dire non, moi j'ai pas filmé exactement la même chose. Je sais pas si c'est arrivé, hein, ça peut être. La question n'est peut-être pas très, très intéressante. Ils sont pas obligés de filmer la même chose. Oui, bien sûr. Il est clair aujourd'hui que ce que nous dit le représentant des journalistes, c'est que les journalistes ont moins de soucis avec les forces de l'ordre qu'avec les manifestants. Sauf que c'est toujours la même chose. On est dans une commission d'enquête sur le maintien de l'ordre. Et on va s'apercevoir que les problèmes qu'on rencontre en France sont moins dans les manifestations organisées face à des gens qui sont formés que dans les opérations de sécurité publique. Les énucléations et un certain nombre d'accidents ne sont pas survenus dans des manifestations importantes, mais dans des opérations de sécurité publique avec des gens qui ne sont pas formés pour ça. Donc il faudra bien qu'on se décide, dans cette commission d'enquête, à un moment donné, à s'en préoccuper. Sur le secret des sources, vous avez en face de vous un député qui a travaillé avec ses collègues socialistes sur le projet de loi. Nous considérons, et c'est la raison pour laquelle il est en stand-by, qu'il ne va pas assez loin, et qu'en fait, si l'on veut vraiment protéger le secret des sources des journalistes, il faut s'aligner sur la législation belge, qui est la plus protectrice. Philippe Folliot. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais vous poser une question, mais qui est liée, alors peut-être pas directement à la problématique du maintien de l'ordre, mais par rapport à des conséquences relatives à ces problématiques-là. C'est notamment, bon, bien entendu, je veux parler de Sivens, sur un point qui interpelle. C'est la notion, j'allais dire, d'image. Quand nous nous trouvons, ce qui a été le cas la semaine dernière, face à des personnes qui convoquent, entre guillemets, ou qui invitent des journalistes pour venir pour un point presse, qui sont masqués, donc avec un élément, c'est-à-dire que quand vous parlez à un individu qui est un individu masqué, vous ne savez pas qui vous parlez. Par exemple, non mais il y a d'autres exemples, mais je veux dire, là c'est un cas qui est le cas le plus récent, c'est-à-dire c'était la semaine dernière. Mais qu'au-delà de cela, on demande l'identité des journalistes avec leurs adresses, c'est-à-dire on prend leur carte d'identité pour vérifier si c'est vraiment eux. Et quand ceux-ci demandent, mais pourquoi vous nous demandez votre adresse, notre adresse et notre identité, on leur dit, mais en fait, c'est pour savoir où vous êtes, parce que comme ça, on saura où venir vous chercher si, sous-entendu, ce que vous écrivez ne va pas dans le bon sens. Je crois que là, on passe à un autre stade, je veux dire, et qui est grave et qui est lourd, parce que c'est plus, alors au-delà de choses qui sont écrites dans les blogs et autres pour dire que ces journalistes avec leur groupe de presse sont vendus à ceci, cela, tel lobby et tout ce que l'on peut entendre. Mais je crois que dans la graduation, là il y a une nouvelle limite qui a été franchie. Et moi je voudrais vous faire part d'une émotion en tant que citoyen, mais aussi de celles et ceux qui ont été victimes de cela, des éléments d'inquiétude. Et que par rapport à ça, c'est dire après, qu'est-ce qu'on fait? On couvre plus dans ce cadre-là, ce qui pose un problème par rapport à la nécessité du droit à l'information de nos concitoyens. Mais voilà, j'aimerais vous entendre par rapport à cela. Simplement une précision à notre collègue Philippe Folliot, il ne s'agit pas d'une manifestation, là. Les journalistes sont libres d'accepter les conditions qu'on leur pose ou pas, et il serait judicieux que l'on se pose les mêmes questions
lorsque des militants de la FNSEA tombent à bras raccourcis sur des militants auxquels on ne demande aucune explication, et les mêmes qui procèdent à des intimidations qui sont quelquefois beaucoup plus graves que celles dont vous parlez. Daniel Vaillant. Oui, beaucoup de choses ont déjà été évoquées, notamment sur le rôle de l'image. Il est évident que c'est un élément nouveau dans l'appréciation des manifestations, des interprétations à donner, du nombre, bref, et de comment les gens s'y comportent, que ce soit les manifestants, certains manifestants ou les forces de l'ordre. Et donc je pense que ce rôle de l'image doit effectivement être encadré dans le sens de la liberté de manifester. Parce que si on a une commission d'enquête sur le maintien de l'ordre, l'objectif, en tout cas je pense, c'est surtout de protéger la liberté de manifester. Or, il n'y a pas de liberté de manifester s'il n'y a pas l'ordre républicain, la garantie, y compris pour les journalistes, de pouvoir faire leur travail sans risque. Vous avez évoqué, et on l'a déjà évoqué précédemment dans la commission, la question de la violence. Certains nous disent, des spécialistes, qu'il n'y a pas de vraie montée de la violence comportementale de la part des manifestants. D'autres pensent qu'il y a quand même une diversification des violences et une plus grande difficulté à s'y adapter pour les éviter, parce que personne ne peut être, bien sûr, pour la violence, notamment sur cette table. L'intimidation, ça a été évoqué à l'instant, doit être, autant que faire se peut, interdite. Intimider un journaliste, le menacer, est une grave atteinte à la liberté d'exercer cette profession indispensable, la liberté d'informer. Bien évidemment, je crois que ça a aussi été abordé, est-ce que vous pensez que c'est quand même une réelle différence d'aller sur un lieu où il y a une manifestation, quelle qu'en soit la nature, si on est porteur d'une caméra, d'un micro ou d'un stylo, ou de sa simple tête pour faire son opinion et la restituer dans un article. Je pense quand même que la caméra, l'ayant vécu moi-même, est un élément de répulsion pour certains. Peut-être à tort, mais... Autre question, rapidement. Formation des journalistes, vous avez évoqué, et je pense notamment aux reporters, vous êtes bien placés pour le savoir. Est-ce qu'il y aurait des limites à ne pas franchir dans l'exercice du métier de journaliste? La prise de risque. Vouloir être le meilleur sur le coup, mais ce qui n'est pas sans risque. De ce point de vue, est-ce que vous avez travaillé avec l'AFP, vous semblez l'avoir fait, mais une sorte de code de déontologie qui soit respecté par les journalistes professionnels, y compris pour les protéger, je veux dire. Hein. Enfin, voilà, la liberté de manifester n'est pas différente de la liberté d'informer. Et donc, vous l'avez dit, il y a moins aujourd'hui à craindre en France des forces de l'ordre que de certaines formes de manifestation. Honnêtement, ce n'est pas une manifestation pour la laïcité, une manifestation pour défendre des catégories sociales qui sont le plus à craindre. C'est plus des formes spontanées, erratiques et quelquefois violentes, parce que quelquefois manifester, c'est contester, et ça c'est bien un droit, mais c'est aussi détruire quelque part. Et c'est aussi, ça revient à la question de l'image, parce que l'image peut être requise, y compris dans des procédures judiciaires. Merci Daniel Vaillant. Guéné Gambuy, et puis vous répondez à l'ensemble des questions. Ça vous convient comme ça? Merci Monsieur le Président. 3 questions rapides. Vous avez noté donc une montée de la radicalisation des manifestations, et surtout des manifestants, et de ceux, quel que soit leur engagement, que ce soit de la manif pour tous, d'occupation de sites ou même de manifestants agricoles parfois. Est-ce que vous estimez qu'il y a nécessité de passer des consignes spécifiques entre journalistes quand ils vont dans ce genre de manifestation, type se regrouper, annoncer à ses collègues les endroits où ils vont, pour essayer d'avoir une sécurisation déjà de la profession entre elles, ce qui peut poser problème à ce moment-là en tant que travail de journaliste et d'aller jusqu'au bout de son idée propre. Mais est-ce qu'il y a déjà des consignes collectives que vous vous fixez? Deuxième réflexion,
Vous avez dit qu'il était envisagé qu'il y ait un signalement aux forces de l'ordre de la présence de journalistes à l'occasion de manifestations. Est-ce que c'est une procédure qui doit devenir systématique? Et si elle devient systématique, est-ce que ça ne risque pas d'aller à l'encontre du métier même de journaliste, qui est d'aller là où il veut aller pour essayer de vérifier son hypothèse, ou tout du moins éclairer la population de tel ou tel point de vue? Troisième question, est-ce que vous constatez une violence ou une intensité de violence différente entre des manifestations de rue, quelles qu'elles soient, sur n'importe quelle cause, et des occupations de locaux type ZAD, type Notre-Dame-des-Landes, qui pourraient générer des tensions ou des relations beaucoup plus difficiles avec des journalistes parce qu'elles s'inscriraient dans la durée? Merci beaucoup de bien vouloir répondre. Une des questions que posait Daniel Vaillant, c'est l'ancien journaliste qui parle, était très intéressante sur le fait qu'il y a des journalistes qui s'improvisent journalistes qui n'ont pas la carte de presse. On sait qu'il y a des journalistes qui ont la carte de presse qui ne se comportent pas bien non plus. Mais moi, je voudrais ajouter une question pour savoir si vous avez constaté une évolution, justement, dans la prise de risque que les journalistes observent, avec notamment la montée en puissance des télés d'information en continu, cette espèce de course à l'échalote permanente sur le scoop, et donc qui peut entraîner des journalistes à prendre des risques qu'ils ne devraient pas prendre dans des manifestations, dans des situations un peu dangereuses. Est-ce que vous avez été confronté à ça, y compris d'ailleurs avec des situations qui sont condamnables, hein. Je ne vais pas faire référence à ce qui s'est passé à la tragédie du mois de janvier, au comportement de certaines télés qui finissaient par indiquer aux preneurs d'otages où se trouvaient leurs otages. Bon, je vais tenter de répondre à vos questions. Un certain nombre d'entre elles, je serais incapable de le faire, ça n'est pas mauvaise volonté. Mais alors, dans l'ordre, je commencerai à répondre à Madame la députée qui, en quittant la salle, a gravement porté atteinte à la mixité de votre commission. Mais comme Monsieur Vaillant a posé la même question sur la différence entre les supports de médias, oui, je crois que... Une précision. On est 30 commissaires normalement. D'accord. Non, mais ça n'était pas un propos général sur la commission, mais sur les membres présents. Oui, la situation est évidemment plus difficile pour les journalistes qui sont le plus identifiés, et plus le matériel est lourd, plus les journalistes sont identifiés. Donc les problématiques ne sont pas les mêmes, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les photographes, dont le matériel est assez facilement identifiable, sont particulièrement visés. Monsieur le Président, vous posiez la question de l'existence des caméras de la police et donc des propres images de la police. Alors peut-être il ne faut pas faire de mauvaises prophéties autoréalisatrices, mais... il y a une chose à laquelle, et ça renvoie à mon propos préliminaire, le pluralisme, ça n'est pas les images d'un camp, 30 secondes des images, alors pardonnez-moi de parler en termes de camp, parce qu'en l'espèce, je n'avais pas utilisé, mais d'une partie prenante, et 30 secondes des images d'une autre partie prenante. Et que le tournage, et évidemment en fonction des lignes éditoriales, sans doute les images ne seront-elles pas les mêmes, et heureusement, c'est le principe du pluralisme dans une démocratie, mais considérer que d'une certaine manière, un jour, les images de la police pourraient être utilisées comme le sont parfois les images de l'armée sur des théâtres d'opérations extérieures, ce serait tout à fait regrettable, comme ça l'est tout à fait aujourd'hui, tout à fait regrettable, lorsque, et on s'en est rendu compte, et Reporters sans frontières l'a dénoncé, sur des théâtres d'opérations extérieures, des journalistes ont été empêchés de se rendre à certains endroits, et où ensuite on est venu vers des rédactions, quand je dis on est venu, les services de communication de l'armée, en disant mais nous avons des images formidables à vous présenter, vous pourrez faire des sujets. Et il ne faudrait pas, évidemment, que cette dérive soit élargie au champ des manifestations. Et donc, en aucun cas, les images de la police, il pourrait arriver que des journalistes les utilisent, mais soient considérées comme des images d'information. Elles peuvent être une information elle-même, mais pas des images porteuses directement d'information. Monsieur le rapporteur, j'avais oublié de répondre à l'une de vos questions, mais je crois que vous avez que l'un d'entre vous a abordé à nouveau, qui est celle de l'utilisation des images des journalistes
Oui, je me suis rendu compte en fait que j'avais oublié de vous répondre, et là c'était tout à fait involontaire. Il peut y avoir des réquisitions judiciaires, néanmoins, l'utilisation des images des journalistes à des fins d'identification, c'est extrêmement dangereux pour les journalistes. Je vais vous donner un élément de réflexion qui est encore très loin, mais qui néanmoins, à mon sens, est lié. Le fait que, donc sur des choses qui n'ont rien à voir, hein, je le précise bien, que des journalistes aient pu être appelés à témoigner, et certains ont résisté et obtenu gain de cause, à témoigner devant des cours internationales telles que le TPI a fait, et ça, on a de nombreux témoignages, que l'image des journalistes a changé dans les pays concernés, au motif que leur contenu ou leur témoignage était utilisé et qu'ils sortaient de leur rôle de pur collecteur et diffuseur d'informations pour devenir, d'une certaine manière, un soutien à la justice, et que donc ça porte atteinte à leur image d'indépendance et donc au comportement et à la perception qu'en ont les parties prenantes. Et c'est quelque chose de dangereux pour les journalistes. Dangereux, ça n'est pas un danger physique, ça va de soi. Enfin, encore qu'in fine, ça puisse l'être, évidemment. Mais donc, alors même que je vous disais que l'une des problématiques, c'était l'assimilation due à une critique des médias excessive, encore qu'elle puisse parfois être pertinente évidemment, mais là-dessus excessive, à policiers. Enfin, il ne faut surtout pas donner le sentiment policiers, magistrats, journalistes, même combat. Ça n'est pas, chaque rôle est légitime dans une société, chacun de ces trois rôles, mais ça n'est pas le même rôle, et il ne faut surtout pas donner par un quelconque moyen le sentiment d'une confusion. Ça renvoie d'ailleurs, s'agissant du texte, vous évoquiez tout à l'heure sur le secret des sources, au fait que, vous évoquiez la loi belge, mais Reporters sans frontières préconise, et là ça me semble quelque chose d'important, qu'il puisse être fait exception à la protection des journalistes, non pas pour l'élucidation de faits, mais pour l'empêchement de faits à venir, et sinon ça rend impossible le travail des journalistes en dehors de sources qui seraient simplement vêtues de lin blanc et de probité candide, et si les journalistes ne vont voir que ces sources-là, ça réduira sacrément leur activité. Votre question sur les personnes masquées, alors, c'est très difficile pour moi de vous répondre, d'abord parce qu'il y a une liberté des rédactions et que imposer une règle ou même une règle déontologique générale ne serait pas simplement la porter à des principes corporatistes, mais je crois que les journalistes doivent pouvoir se rendre où ils le souhaitent. En revanche, et ça il me semble y avoir une prise de conscience, et y compris à la faveur des questionnements sur le traitement dans l'affaire après le carnage à Charlie Hebdo, cette question sur la distinction entre l'information indépendante et enfin, dotée de procédures qui permettent une indépendance de l'information et de la communication, elle est aussi posée dans les rédactions, il me semble, dans des rédactions, y compris dans les chaînes Tout Info que vous évoquiez. L'idée que l'existence d'une image ou de la capacité à faire une image ne justifie pas automatiquement qu'on la diffuse. Et que autant il faut faire de l'extérieur la distinction entre le journalisme comme fonction sociale et la communication, la propagande, enfin porteuse d'intérêt direct, mais y compris dans le travail journalistique, il ne faut pas, sans s'en rendre compte, faire passer simplement un travail de communication, en être porteur et au fond se laisser instrumentaliser. Donc l'indépendance, ça suppose une indépendance vis-à-vis de facteurs extérieurs, et puis aussi de prêter attention dans son travail à ne pas se rendre dépendant simplement parce qu'il y a une belle occasion et courons tous après cette occasion. Donc je crois que cette question-là, elle est posée, elle est légitime. Sur la question de la prise de risque, M. Vaillant, moi il me semble, mais mon propos est un peu vaseux et j'en suis désolé, la question de la sécurité, de la protection des journalistes
Alors, c'est une question d'abord très à la mode au niveau international, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, enfin les instances onusiennes, et dans lesquelles d'ailleurs je suis intervenu, on voit des représentants des plus grands pays, y compris qui briment affreusement les journalistes et qui sont tous très sensibles à cette question. Mais dans les rédactions, c'est une question dont les rédactions se préoccupent beaucoup, et il me semble beaucoup plus qu'avant. Donc est-ce que certains médias favorisent, certains médias avec de nouvelles temporalités, favorisent des prises de risques plus grandes? Non, je suis incapable de vous répondre. Ce que je perçois en revanche, c'est qu'il y a une préoccupation plus grande que par le passé des dirigeants des rédactions et des journalistes eux-mêmes sur ces questions-là, qui mettent en place des procédures, qui acquièrent du matériel, qui font un travail collectif, et que ça, je perçois, c'est quelque chose qui monte beaucoup. Alors, je ne suis pas certain que ce soit le rôle de... Enfin, je crois tout à fait à la légitimité des règles d'éthique, de déontologie, mais je ne suis pas certain qu'il y ait un lien entre l'action des prises de risques et la question de la déontologie, notamment de son rapport au public et de ce qu'on porte. Monsieur le député, se regrouper, ce serait très dommageable. Hein. Enfin, si j'ai bien compris l'arrière-pensée, enfin encore que c'était en partie explicite de votre question, évidemment, ce serait absurde d'avoir l'estrade pour les journalistes d'un côté avec un cantonnement, et leur rôle, c'est de regarder sous différents angles et pas tous sous le même. Ce serait dommageable, donc certainement pas. Comme il n'y a pas lieu d'avoir de procédures systématiques, ce serait aberrant que les journalistes doivent se faire accréditer pour des manifestations publiques, accréditer auprès de qui que ce soit, d'ailleurs auprès de quelque partie prenante que ce soit. Là, lorsque j'évoquais la possibilité de la communication, c'était avec toutes les parties prenantes d'ailleurs, et c'était de manière informelle et sans caractère obligatoire, parce que tout caractère obligatoire, évidemment, aurait in fine des répercussions négatives, parce qu'on finirait par dire la sécurité, dans des contextes très différents, peut toujours être un argument pour resserrer ou enfin restreindre, pardon, la liberté de l'information. Et donc, il ne s'agit certainement pas de ça. Je ne sais pas si... Enfin, il existe des stages pour la sécurité des journalistes par l'armée, le GIGN, mais de plus en plus des rédactions elles-mêmes. Alors, en partie... Stage lié, c'est pour les grands reporters qui partent en Syrie, en Irak, dans ce type de pays. Mais de plus en plus, d'abord, des stages sont créés par des groupes de médias eux-mêmes et intègrent de plus en plus la question des manifestations en France. Voilà. Donc, je crois que la perception que les problèmes de sécurité pour les journalistes sont aussi des questions en France, ça, elle est très forte. Ah oui, pardon, et puis il y avait votre dernière question, c'était sur la page suivante. Encore que j'ai en partie répondu sur la question de la prise de risque, oui, non, au fond, il me semble que j'ai répondu. Merci beaucoup. Vous voulez poser une question? Je voulais juste faire une mise au point, Monsieur le Président. Sivens, au travers de la zone de non-droit, c'est une forme de manifestation permanente, depuis plusieurs mois, dans le cadre de ce qu'on appelle la zone à défendre. Et que donc, dans ce cadre-là, j'allais dire, les journalistes, quand ils se déplacent, c'est aussi pour couvrir et savoir ce qui se passe dans cette forme de manifestation permanente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je trouve totalement déplacé, parce que je veux dire, là, c'est un jugement de valeur, au regard du fait de mettre même sur un même pied d'égalité par rapport à une organisation qui est la FNSEA. Moi, je ne suis pas FNSEA, mais je veux dire, pour autant, ce n'est pas acceptable de tenir de tels propos, et j'allais dire, et de faire un parallèle entre ceux auxquels je faisais allusion et cette organisation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps des débordements par rapport à des manifestations de cette organisation ou d'autres, mais qu'en tout état de cause, à ce jour, je n'ai jamais vu un responsable de la FNSEA convoquer des journalistes pour tenir une conférence de presse masquée et avec des intimidations plus ou moins directes sur les journalistes en question. Et donc, ceci ne me paraît pas acceptable. Nous n'allons pas entamer un débat politique ici, ce n'est pas l'objet de la commission d'enquête parlementaire. Nous sommes un certain nombre de députés ici qui exerçons notre fonction de député, nous ne sommes pas candidats à des élections cantonales. Il n'y a pas que Sivens, il y a d'autres lieux de zones
d'occupation. Je pense en particulier à Notre-Dame-des-Landes, je pense aussi à la forêt de Roibon à côté de Grenoble et de bien d'autres endroits, pas très loin d'ici, à Gonesse, où la société Auchan a un projet contre lequel se battent un certain nombre de gens. Je ne sache pas qu'aujourd'hui, ceux qui occupent des terrains comme à Notre-Dame-des-Landes ou à Sivins se soient livrés à des dégradations de préfecture ou de mutuelles. Notre collègue Buis pourrait en témoigner de manière très forte, puisqu'il a été même pris en otage pendant quelques heures là où il se trouvait. Donc on arrête ce genre de choses. Faire passer les zadistes, c'est un jargon qui est utilisé aujourd'hui pour mettre dans le même sac, comme je suis Charlie. Tout le monde ne donne pas le même sens à Charlie, tout le monde ne donne pas le même sens à zadiste. Il y a des gens qui sont effectivement violents, mais il y a aussi des gens qui proposent des alternatives qui n'ont rien de violent. Et donc je trouve qu'il est assez inconséquent de vouloir venir sur ce terrain. Vous ne parlez pas de violence, c'est pas parce qu'on se masque qu'on est violent. Bien, alors. On n'est pas en campagne électorale ici, donc c'est une commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre. Donc la question qu'on peut poser aux journalistes, c'est de savoir, comme nous l'avons posé aux gendarmes, c'est de savoir s'il est plus difficile. Est-ce que parce que vous êtes allé sur un cadre qui n'a rien à voir avec les manifestations. La question qu'on se pose avec monsieur le rapporteur, c'est de savoir quelle est la différence aujourd'hui, quelle est l'évolution, si vous me permettez de terminer, ne serait-ce que pour permettre un meilleur enregistrement des débats. Bien. La question, elle est de savoir, aujourd'hui, l'évolution, une occupation dans le temps, comme le sont Sivins ou Notre-Dame-des-Landes, pose des problèmes sans doute différents à ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre, puisqu'en général, une opération de maintien de l'ordre, ça se fait sur une manifestation qui est courte dans le temps, et là, il s'agit d'être confronté à une autre temporalité. C'est ça sur quoi nous devons nous interroger. C'est pas sur le fait de savoir si les gens sont cagoulés ou pas. Monsieur le rapporteur. Oui, en disant à celui que nous auditionnons que, bon, voilà, ça peut arriver que nous ayons des débats qui sont plus... Nous sommes gascons tous les deux. Entre nous. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je concevais l'objet de cette commission comme un lieu de réflexion qui sied à notre fonction de législateur et à notre fonction de contrôle de l'action de l'exécutif. D'une part, pour faire un état des lieux de la situation, réfléchir aux évolutions du droit qui pourraient être nécessaires. Elles le sont forcément de mon point de vue, mais je ne veux pas écrire déjà la conclusion du rapport, mais si les modes d'action changent, si les modes de protestation évoluent, il faut que le cadre juridique s'y adapte. Il faut aussi que les modes d'organisation des effectifs qui sont chargés d'assurer le maintien de l'ordre puissent eux aussi être adaptés à cette situation. Et de ce point de vue-là, moi je ne distingue pas un manifestant qui casse une sous-préfecture ou qui occupe de manière illicite tel ou tel lieu. À partir du moment où il y a non-respect de la loi, il doit y avoir, de la part de l'autorité républicaine, on parle de maintien de l'ordre, c'est-à-dire qu'on admet qu'il y a un ordre républicain, il doit y avoir une réponse proportionnée et adaptée. Et c'est toute la difficulté de notre rôle de législateur et de contrôle de l'exécutif, c'est-à-dire est-ce que le cadre juridique dans lequel nous évoluons est adapté, est-ce que la manière dont il est mis en œuvre correspond à l'état d'esprit du législateur. Merci pour cette précision très utile, monsieur le rapporteur. Si nous allons vous remercier pour votre témoignage et nous séparer provisoirement pour entamer une deuxième audition. Merci beaucoup.